Et le CNRS, la Ligue contre le cancer, la Fondation pour la recherche médicale alertent sur les dangers et les risques réels. Alors toutes ces études ont été déposées en 2024 sur la réévaluation de l'acétamipride auprès de l'agence européenne, qui les a toutes écartées parce que non fiables ou pas suffisamment étayées. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'études à grande échelle qui établissent la dangerosité de ce pesticide. Donc, en fait, la réalité, c'est qu'il faut vous pouvez encore dire ça. En fait, la réalité, c'est qu'il ne faut pas tordre la vérité. L'agence européenne, elle autorise l'acétamipride parce qu'aucune étude sérieuse ne démontre que l'acétamipride est cancérigène. Pierre-Michel Perrineau, avec une lettre avec, je crois, 1200 médecins, vous avez dit, en fait, c'est pas possible, on peut plus, agriculteurs, riverains, citoyens ne veulent plus servir de cobayes. Oui, parce qu'en fait, c'est ça la question centrale. Si vous négligez les études sur la cellule, si vous négligez les études sur les rats, les souris, il vous reste quoi? Il vous reste l'épidémiologie, c'est-à-dire les études chez l'homme. Ça veut dire, alors scientifiquement, on peut faire de très très belles études épidémiologiques, c'est un fait, mais quelque part, ça voudrait dire qu'on ne tient pas compte des signaux d'alerte précédents. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Et la réglementation a été construite au niveau européen pour justement, en théorie, je parle là, en théorie, pour amener un certain nombre de signaux d'alerte, notamment sur le plan cancérigène, sur le plan neurotoxique, sur le plan de la perturbation endocrinienne, un certain nombre de signaux d'alerte que l'on doit voir sur des expériences antéhumaines. Et pour vous, on en a assez, on doit dire stop? Pour nous, si on reste sur l'exemple de l'acétamipride, on en a assez dans la littérature scientifique. On en a assez, on n'en a jamais assez, mais dans la littérature scientifique, il y a de nombreuses données, sauf qu'elles restent à la porte des agences. C'est très clairement le cas pour l'acétamipride. Ça l'était aussi pour le glyphosate. Et en plus, l'agence ne travaille pas à l'élaboration des preuves, puisque depuis 2013, elle dit qu'on n'a pas les données pour juger des fameux troubles du neurodéveloppement induit, qui sont ceux qui nous préoccupent peut-être le plus dans le cas de l'acétamipride. Donc voilà, il y a tout ce... Oui. Il y a un faisceau d'études concordantes qui inciterait quand même à prendre le principe de précaution, tout simplement. Oui, clairement. D'autant plus qu'il y a une défaillance de l'évaluation. Là, c'est le principe de précaution qui avait été pris en 2018. C'est là où vous intervenez, Philippe Brancola, parce que, évidemment, on parle de mots que les gens ne maîtrisent pas forcément dans le débat public. C'est d'abord néonicotinoïdes. C'est quoi? Et c'est quoi l'acétamipride? Expliquez-nous un petit peu de quoi on parle. Oui, bien sûr. En fait, les néonicotinoïdes, c'est une classe de molécules insecticides dans lesquelles on trouve différentes molécules avec des degrés de toxicité un petit peu différents, toutes, malgré tout, très toxiques. Quand on entend dire notamment que l'acétamipride n'est pas très toxique parce que ça serait le moins toxique des néonicotinoïdes, c'est un petit peu comme si on disait que le choléra, c'est pas un problème parce que c'est moins dangereux que la peste. C'est toute proportion gardée, c'est beaucoup plus toxique de toute façon que des organochlorés, des organophosphorés de nos grands-parents. On est vraiment sur des ordres de magnitude différents. Ces molécules sont toutes des perturbatrices du système nerveux et elles s'attaquent particulièrement à celui des insectes. Néanmoins, ça ne veut pas dire, bien évidemment, comme il y a des phénomènes qui sont partagés entre tous les organismes vivants, comme les insectes, les humains ou les oiseaux, etc. Ça ne veut pas dire que ces substances n'ont aucun effet sur les humains. On vient d'en entendre parler, effectivement. Le problème aussi, c'est que quand on parle de pollution... Là encore, c'est scientifiquement, on sait. Tout à fait. Il y a de nombreuses publications qui étayent tous ces effets. Alors, soit au laboratoire, quand on fait des études très précises sur la manière dont la toxicité est établie, soit en plein champ, soit de manière mixte, expérimentale, labo et plein champ. On arrive à montrer, par exemple, avec les néonicotinoïdes, que même s'il n'y a pas de toxicité chronique immédiate quand les doses sont infimes ou quand le traitement est un petit peu à distance, on a des effets de toxicité, pas aigus, mais on a des effets cette fois de toxicité chronique sur le long terme. Et typiquement, par exemple, on a décrit chez les abeilles un syndrome de désorientation. Elles sont malades neurologiquement, elles meurent pas tout de suite, mais elles sont incapables de revenir à la ruche. Et de fait, ça entraîne des mortalités importantes. Alors, ce qui est vrai pour les abeilles, c'est vrai évidemment pour la plupart des insectes. Et même l'abeille domestique est utilisée un peu comme une espèce d'étalon de la toxicité aiguë par les tests pour les mises sur le marché. L'abeille domestique est en plus un
insecte qui est relativement peu sensible aux pesticides. Ce qui veut dire qu'on va trouver, quand on fait le même test sur d'autres insectes qui ont également une importance dans les écosystèmes et pour les cultures, on va trouver des toxicités beaucoup plus fortes. Ça peut aller jusqu'à 100 ou 1000 fois ou 10 000 fois plus. Donc on va se retrouver avec un produit qui là pose vraiment problème. Et d'une manière générale, je pense qu'on a vraiment une très mauvaise représentation culturelle sur les pollutions et en particulier sur les pesticides, et qui fait le lit finalement de toutes les désinformations, de tous les conflits d'intérêts. C'est le fait de penser que la toxicité va être immédiate. Vous épandez, vous êtes présent, vous êtes intoxiqué. Mais ne vous inquiétez pas, le lendemain, il n'y a plus de problème. On entend souvent dire, par exemple, on va pulvériser la nuit parce que les abeilles sont diurnes. C'est grotesque. En réalité, le produit, il reste dans l'environnement. La molécule a une durée de vie. Pour quelques-uns, très rarement, c'est quelques heures. La plupart du temps, c'est des centaines de jours, voire des dizaines d'années, voire pour les fameux polluants éternels. Il faut se rappeler qu'il y avait encore récemment le 6e herbicide le plus utilisé en France. C'était un polluant éternel. Là, ça va durer très longtemps. Et évidemment, les organismes qui sont en contact avec ces substances, même quand ce sont des doses très faibles, vont éprouver des effets négatifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la toxicité chronique. Et malheureusement, elle est très peu étudiée parce que c'est très compliqué. Et évidemment, elle ne peut pas être étudiée chez les humains, sauf si on étudie l'exposition de corps de personnes à des substances. Et là, ça devient compliqué parce que, bien entendu, elles sont exposées à beaucoup de choses différentes. Donc, cette toxicité chronique, elle n'est jamais évaluée pour les mises sur le marché. Et puis après, on a encore d'autres mécanismes qui ne sont pas pris en compte. C'est par exemple les effets cocktails. L'acétamipride avec des traces de fongicides, donc un anti-champignon qui se trouve dans la parcelle de culture ou à côté, dans certains cas, ça peut augmenter sa toxicité de 100 fois. Voilà. Il faut également comprendre que dans les écosystèmes, il peut y avoir des effets d'accumulation. Quand vous avez un organisme qui consomme beaucoup d'autres organismes, par exemple une chauve-souris qui va manger 1000 moustiques par nuit, si les moustiques ont tous des traces de pesticides, cette chauve-souris, au fait, va accumuler une quantité non négligeable de pesticides. Et évidemment, le problème, c'est qu'en plus, nous, en tant qu'humains, si on se regarde de manière un peu égocentrique, on est en bout de chaîne. Donc, finalement, on est parmi les organismes qui avons le plus de chances, malheureusement, d'être victimes de cette accumulation. Et puis, un dernier aspect, c'est les molécules dans notre corps. Elles ont des affinités, elles ont des capacités, soit à traverser effectivement des barrières comme le placenta ou les barrières qui entourent le système nerveux ou pas. Et puis, elles ont des affinités quelquefois, soit avec les graisses, soit avec les protéines. Ce qui veut dire qu'en plus, elles peuvent rester dans notre corps. Pour certaines d'entre elles, même si on a été relativement peu exposé, on peut finalement avoir ces molécules dans notre corps et elles vont avoir leur action négative pendant un certain temps. Donc évidemment, tout ceci, c'est quelque chose qui est connu par la science, bien documenté, sur lesquels il y a des synthèses disponibles. Les insecticides ne sont pas si ciblés qu'on veut bien le dire, les fongicides non plus, les herbicides non plus. Et évidemment, dans les diatribes qu'on entend actuellement pour permettre de réautoriser l'acétamipride notamment, ces aspects-là sont complètement occultés.